1940. La rapidité de l'offensive allemande met l'armée française en déroute. Pétain devient le chef du gouvernement français. Il demande l'armistice à l'Allemagne le 17 juin 1940. À Londres, une autre voix s'élève. Lui, le général qui s'insurge contre le gouvernement de son pays, dont le chef est Pétain. Ce Pétain qui signe avec Hitler en 1940 et ampute la France de son honneur en la coupant en deux. Ce Pétain qui collabore. Ce Pétain qui pourtant l'a soutenu dans sa carrière militaire et l'a respecté. Et c'est lui, ce Pétain, qui le condamne à mort, parce que lui est le chef de la France libre. Le général arrive à Londres ce 17 juin. Churchill lui prête le micro de la BBC le 18. Il parle. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Est-ce après cet appel que nous nous sommes unis autour d'une certaine idée de la France et de l'honneur? Est-ce après cet appel qu'a surgi la flamme de la résistance? Nous avons eu tort en 1918 au lendemain de la victoire de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. J'ai toujours protégé mon pays pour me soucier des populaires. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Collaborer. Jamais. Suivre Laval et Vichy. Jamais. Moi, j'ai suivi le général. Je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin, mais on nous en a parlé quand on est arrivé en zone libre. On nous disait qu'il restait quelque chose à faire. Et puis, la guerre a été déclarée. Et avec elle, la peur, la faim, l'insécurité. J'ai vu une famille juive disparaître. Je n'ai pas compris. Ils étaient comme nous. Ils vivaient comme nous. J'ai aussi eu un copain fusillé parce qu'il distribuait des tracts. J'ai senti qu'il fallait partir. C'est peut-être ça qu'on appelle de l'instinct. Certains diront du courage. Ça a quelque chose d'extraordinaire, un héros.
très grand, très fort, très musclé, et c'est très courageux. Moi, je n'étais rien de tout ça. J'étais petit, mal nourri par la pauvreté du monde ouvrier. Certes, jeune, mais je ne crois pas avoir été plus courageux que d'autres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages extraordinaires. N'est pas bavard. L'idée est nerveuse. Nous disons la vie est nerveuse. L'heure de l'action a sonné. Il tremble la colère de la France, il exprime partout et partout se traduit dans l'acte. Radio Paris est allemand. Ici, Londres. Ici, Londres. Ici, Londres. Ma vie, avant mon discours du 18 juin, rien d'extraordinaire jusqu'en 1939. Une vie banale, on a dit exemplaire, issue d'une famille de petite bourgeoisie catholique. Bon élève dans un collège jésuite, bercé par les divisions politiques, les conflits sociaux et religieux, une France secouée par l'affaire Dreyfus. C'est peut-être là que j'ai forgé ma volonté d'unité nationale. Je suis un garçon banal, plutôt froid avec les autres, y compris avec mes frères et sœurs. École militaire de Saint-Cyr à 19 ans, reçu son 19e, ce qui n'est pas brillant. Quelques années plus tard, je suis un peu mieux classé, sans que ce soit éblouissant. Oui, je veux faire une carrière militaire, servir au mieux mon pays. En 14-18, je pars au front, dans une veste déjà trop grande pour moi. Je suis blessé 3 fois, fait prisonnier en 1916, tente de m'évader 5 fois, sans succès. Pétain me croit mort à Verdun en 1916. Il fera un discours sur ma haute valeur intellectuelle et morale, sur mon sens de l'honneur militaire. Oui, vous avez bien lu. Il dit de moi que je suis un officier hors pair. Vous savez, j'ai écrit à un ami en 1928 que dans quelques années, on s'accrocherait à mes basques pour sauver la patrie. C'est un honneur que pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive de nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La collaboration. Non. Nous préférons l'union. Et nous avons été unis sur tous les fronts. Et avec lui, le général du 18 juin. En France, nous avons saboté, détruit, tagué, imprimé, écrit, dit, pensé, espionné. À la nuit tombante, munis de pots de peinture, nous faisons fleurir sur les places et murs de notre ville des slogans anti-nazis, des faits, de la victoire sur leurs affiches nazies et leurs sales propagandes. Nous sommes sur tous les fronts. Lui, le général, il écrit des télégrammes, tente de râler des cadres, sans succès presque au début. Il continue, il multiplie les contacts. À Londres, depuis un petit appartement, il dirige la France libre. Et nous sommes avec lui, un peu partout. Pas unifiés au début, mais nous sommes là. La France libre, la résistance, nous sommes là. Nous ne sommes pas soumis, nous n'obéissons pas à Pétain. Nous ne courbons pas sous le poids de la menace. Nous lui donnons notre confiance à lui, le général du 18 juin. Nous sommes sur tous les fronts. Et nous baignons dans l'atmosphère de cette résistance qui se construit mois après mois, qui s'unifie jour après jour. Notre action démoralise fortement les troupes allemandes, si bien qu'un jour elles font entendre que les coupables pris sur le fait seront impitoyablement châtiés. Nous savons que nous pouvons mourir
à cause de nos actes. Nous savons que nos proches peuvent mourir à cause de nos actes de résistance. Mais nous restons sur tous les fronts. Notre action démoralise fortement les troupes allemandes, si bien qu'un jour, elles font entendre que les coupables pris sur le fait seront impitoyablement châtiés. Nous leur faisons savoir que notre territoire est jonché de dynamite, la résistance. Nous sommes sur tous les fronts. Lui, le général, passe en revue ceux arrivés à Londres, des marins, des pêcheurs, des sous-officiers. Chacun arrive comme il peut pour rejoindre la petite armée du général de Gaulle. Il les salue, souvent s'éloigne sans dire un mot, mais ils l'ont vu, et ça leur suffit pour le suivre. La France ne s'est pas déculottée devant l'Allemagne, elle est debout. Lui incarne l'honneur, et ça nous suffit pour nous battre. Nous sommes sur tous les fronts. En Angleterre, nous nous formons aux techniques de combat et de saut. Nous apprenons à piloter un avion, à piloter un char, à manier des armes. Nous rejoignons les champs de bataille de l'Afrique avec un certain Leclerc. Ce jeune commandant, faisant renaître l'espoir en organisant un embryon d'armée, prenant Birakeim aux Allemands. Nous avons été sur tous les fronts pour briser l'Allemagne nazie. Nous sommes l'armée française. Lui, le général, protège alors la souveraineté de notre nation, tente de se faire reconnaître auprès des Alliés comme le chef de la France libre et prépare l'après-guerre. Nous sommes sur tous les fronts. Nos journaux clandestins fleurissent un peu partout. Leur retentissement est immense. Des paroles de chansons et des poèmes sont parachutées par la Royale Force au-dessus de la France occupée. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis fait pour te connaître, pour te nommer liberté. Nous sommes sur tous les fronts. Nous avons préféré l'union. Nous avons combattu. Nous avons résisté. Nous attendons le message de Radio Londres qui émet tous les soirs. Elle est notre voix, celle des forces françaises libres. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Nous avons entendu le poème de Verlaine nous indiquant que nous, la résistance française, devions débuter les opérations de sabotage. Nous sommes prêts. Nous savons que le débarquement est proche.
de vous embarquer pour la grande croisade vers laquelle tous nos efforts ont tendu depuis de longs mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les prières et les espoirs des peuples épris de liberté vous accompagnent. Avec nos valeureux alliés et tous nos frères d'armes des autres fronts, vous détruirez la machine de guerre allemande. Vous avez en tiré le joug de la tyrannie qu'exercent les nazis sur les peuples d'Europe et vous apporterez la sécurité dans le monde libre. Votre tâche ne sera pas facile. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et dur au combat. Il luttera sauvagement. Mais nous sommes en 1944 et beaucoup de choses ont changé depuis le triomphe nazi des années 1940-41. Notre offensive aérienne a sérieusement réduit notre capacité à se battre sur terre et dans les airs. Notre effort de guerre nous a apporté une supériorité écrasante en matériel et en munitions et nous a donné d'importantes réserves d'hommes bien entraînés. La fortune de la bataille a tourné. Les hommes libres du monde avancent vers la victoire. J'ai confiance en votre dévouement, votre courage et votre compétence au combat. Nous n'accepterons rien d'autre que la victoire totale. Bonne chance. Implorons la bénédiction du Tout-Puissant sur cette noble et grande tâche. Ma vie, avant mon discours du 6 juin, je n'ai jamais pensé faire l'histoire ou y participer. Jamais. L'histoire de ma famille ne me destinait pas à devenir un jour commandant des forces suprêmes alliées en Méditerranée et en Europe. Ma mère haïssait la guerre. Elle ne souhaitait d'aucune manière que l'un de ses fils rejoigne l'armée. Oui, vous avez raison. C'est plus pour le football que pour ma passion militaire que j'ai rejoint West Point. Je voulais aussi avoir une solide instruction. Vous avez encore raison, je n'étais pas très sérieux à l'époque. Mon seul objectif était de rejoindre la première équipe sportive de football. Mais mon genou n'a pas résisté à un match. Ce que j'ai retenu de cette expérience, elle m'a appris à détecter des meneurs d'hommes en pleine bataille. Beaucoup se moquent des sportifs et de leurs muscles, mais j'ai souvent pu constater qu'ils possédaient de solides qualités de commandement. Mon patriotisme. Je dois vous raconter le jour où j'ai prêté serment. Je peux vous dire que j'ai ressenti de tout mon être que j'allais servir les États-Unis d'Amérique et leur drapeau, et non plus seulement ma personne. Vous savez, j'étais seul pour décider de lancer l'opération Overlord. Je me souviens que le météorologue en chef me présentait un bulletin météo peu optimiste. Et puis, le 5 juin, vers 3h30, m'a indiqué qu'une accalmie était prévue pour le lendemain. Je me souviens que je marchais nerveusement dans mon bureau en fumant cigarette sur cigarette. Et puis, à 4h30, j'ai dit « Ok, let's go ».
Puis nous avons été briefés. Tous assis sur un banc, on nous a dit que nous devions sauter sans nous soucier de quoi que ce soit. Qu'il était interdit de rester dans l'avion pour rentrer en Angleterre. Au deuxième briefing, il y avait des cartes. Troisième et dernier briefing. Nous connaissons maintenant la zone de parachutage. La Normandie. Ça y est, c'est le moment. Nous savons maintenant. Nous sommes devant le C-47. Nous avons vérifié une dernière fois nos équipements. Nous sommes prêts. L'équipement, en tout cas. Nous, sommes-nous prêts? En tout cas, c'est ce que nous voulions croire. Moi, je me suis engagé en 1942. Je venais d'avoir 18 ans. Je voulais me prouver de quoi j'étais capable. J'allais gagner aussi $50 par mois. Je rêvais de la paire de chaussures de saut offerte uniquement aux parachutistes et de l'insigne des troupes aéroportées. La Jump Wings. Nous sommes devant le C-47. On nous avait répété des consignes. Tant de consignes sur un territoire que nous ne connaissions pas. Tant d'informations et de choses à faire avec notre matériel. Sommes-nous prêts? On nous avait répété inlassablement à l'école de parachutisme que très peu d'entre nous en reviendraient vivants. Je ne crois pas que quelqu'un y ait pensé devant l'appareil. Si on y pense, je crois qu'on est déjà mort. Nous avons seulement pensé que nous étions prêts. Suis-je prêt? Le repas du soir a été calme. Chacun a absorbé dans ses pensées. Nous connaissons les risques. Nos chances de retour sont minces. Nous allons monter dans le C-47. Noircir nos visages. Enfiler notre gilet de sauvetage. Endosser notre parachute. Mettre notre casque sur la tête. Nous sommes devant le C-47. Moi, j'ai fait tomber le mien en essayant de vérifier une dernière fois mon équipement. Un soldat l'a ramassé en me disant « Tu en auras besoin, soldat. » Je peux vous dire que j'ai su dès l'instant où j'ai touché la terre normande que c'était vrai. Nous avons été hissés et poussés dans l'appareil par des membres de l'équipage, car nous étions tellement chargés qu'il nous était impossible de grimper par nous-mêmes dans les avions. Et en plus, avec 50 kilos sur le dos, celui qui a inventé ce marchepied n'a jamais dû essayer de grimper avec cette charge sur le dos. Nous sommes dans le C-47. Assis dans l'ombre, la lumière rouge des avions nous font des visages bleutés. Nous sommes passés dans un autre monde. Nous sommes dans le C-47. Nous avons été entraînés pour ça. Nous avons été briefés pour ce moment. Et je crois qu'au fond de nous, nous avions tous la boule au ventre. Ça ne va pas durer. C'est juste que nous y sommes. Nous sommes dans le C-47. Il y a aussi un vague sentiment de peur et rapidement l'excitation arrive aussi. Ça ne va pas durer. C'est juste que nous sommes dans le C-47. Je me souviens de ce bruit assourdissant de plus en plus fort. Les moteurs tous crachent, le bruit s'amplifie, l'appareil s'aligne pour décoller. Ça y est, c'est parti, nous décollons. Décoller, voir les autres avions autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble pour un même objectif. Au sol, une balise lumineuse dans une lettre code. Nous faisons un court virage au-dessus de la côte et puis le plafonnier, les lampes d'aile et toutes les lampes de la flotte derrière nous s'éteignent d'un coup. Au silence s'ajoute le noir. Ça y est, nous y sommes, nous volons. Moi, je me refais mentalement toutes les phases et les procédures qu'il me faudrait réaliser à l'instant où je toucherai la terre normande. Autour de moi, certains mâchent nerveusement des chewing-gums, d'autres fument, certains dorment. Nous espérons tous ne pas être touchés par l'ennemi. Nous entendons le bruit des obus anti-aériens qui explosent autour de nous. Nous sommes impuissants. Nous attendons que la lumière verte s'allume pour pouvoir sauter. Dans le hublot, je peux voir un véritable feu d'artifice. Ça pète de partout. Il y a aussi l'avion est secoué. Il est rouge par chaque explosion. Il y a aussi des balles traçantes pour
Disloquer la lumière verte. Let's go, boys! Je ne peux pas vous dire à quoi j'ai pensé. Je ne m'en souviens pas. Tout va si vite après s'être jeté dans le vide. Tout va si vite. Il n'y a pas eu de cri de guerre. Il n'y a pas eu de rire ou de larmes. Il n'y a pas eu de bruit. Nous avons sauté silencieusement dans la nuit rouge. La pénombre. Ciel zébré. Des avions au-dessus de ma tête. Parachute ouvert. Mon parachute est ouvert. Je ralentis. Je flotte dans le ciel. Descendre en douceur au milieu des balles traçantes. Vais-je arriver vivant au sol? Le sol approche. Je sais que le sol approche. Je frôle une haie. J'atterris, je touche le sol, je suis vivant. Dégagez mon parachute. Dégagez la boucle de mon parachute. Dégagez l'étui de mon fusil. Dégagez le reste de mon parachute. Je suis prêt. J'écoute. J'attends le bruit des criquets. J'attends de savoir que d'autres sont vivants. Le temps est long. Si long. Je me sens seul. Et puis je les entends. Ils sont là. D'autres sont vivants. Nous allons commencer à nous battre. Nous allons libérer la France et l'Europe. Nous y sommes. Moi, je me considère pas comme un héros. Je considère, moi, tous les gens qui passent pour la France, hein, et sont un héros comme nous, il n'y a pas de problème. Nous avons un privilège, c'est d'avoir été débarqués 6 juin 1944. Ça, c'est un privilège. Nous sommes là, aux côtés des Alliés qui débarquent. Nous sommes 177 Français du commando Kiefer. Et nous débarquons aux côtés des Canadiens, des Anglais et bien sûr des Américains. Il y a aussi ceux qui pilonnent les côtes françaises depuis 2 croiseurs français. Nous sommes la France libre. Nous sommes l'armée française. Moi, le général, je fais parachuter sur les principales villes françaises
des hommes pour prendre le contrôle des préfectures et assurer un gouvernement autonome, et non une administration militaire américaine pour gérer notre pays. Nous sommes sur tous les fronts. Et un peu partout, nous avons hissé le drapeau français sur nos mairies. Nous avons été acclamés ici et là, parce que nous avions été sur tous les fronts. Et un peu partout, nous avons chanté la Marseillaise. Le 26 août 1944, nous sommes de retour à Paris. En ce début d'après-midi, après s'être incliné sur la tombe du soldat inconnu, lui, le général, descend l'avenue au milieu des Parisiens en liesse. Il n'est pas seul. Il porte avec lui la mémoire de ceux morts au combat. Il porte avec lui la résistance intérieure et la France libre. Il porte avec lui le silence des voix qui se sont tues. Overlord a été un succès. J'ai finalisé l'opération militaire la plus complexe et la plus importante de l'histoire mondiale. 156 000 soldats, 197 500 marins, 6 000 navires, 11 000 avions. Nous avons libéré pas à pas et avec courage la France et l'Europe. Mais je dois tout de même vous dire que le temps n'était pas favorable. Et l'on me disait que les pertes seraient importantes, mais que ceux qui resteraient debout seraient suffisants pour libérer l'Europe. Alors, les larmes aux yeux, je les ai regardées décoller. Je savais que l'on pouvait perdre 70% des gars. Ils n'ont été que 50% à périr sur terre normande. Je hais la guerre, comme seul un soldat qui l'a vécu peut le faire.
merci infiniment d'être venus aussi nombreux. Je sais qu'il y a énormément de proches dans la salle, je vous vois. Il y a aussi beaucoup de gens qu'on a réussi à attraper cet après-midi dans les commémorations qui étaient organisées par la mairie du 6e. Donc merci à vous tous d'être venus. Merci à nos partenaires, dont certains sont dans la salle, mais je ne le vois pas. Brice Robert, qui est notre... Ah bah si, juste devant. Brice Robert qui nous a accompagnés dès le début, qui a été le premier à soutenir ce projet, qui est passionné de la Seconde Guerre mondiale et qui fournit entre autres tous les véhicules à la mairie du 6e, si je ne dis pas de bêtises, enfin une grande partie pour ce magnifique défilé. Si vous avez aimé cette pièce, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Un des objectifs, c'est bien sûr de le jouer devant en public, avec un public comme vous, mais aussi devant des scolaires. C'est une pièce, on est dans une période charnière où les derniers témoins de cette guerre sont en train de disparaître. C'est l'émotion. Donc c'est très important pour ceux qui ont des enfants aujourd'hui de leur présenter ce type de spectacle, surtout à l'époque des téléphones et des Netflix & Co. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez retrouver les magnifiques aquarelles, des lithographies qu'on a fait reproduire de toutes ces magnifiques aquarelles que vous avez vues et de ce motion design qui ont été réalisées par Pierre-Louis Chardon, qui a fait un travail de titan sur ce projet-là. Et il y a une autre personne dans la salle, donc je vais aussi remercier la mairie du 6e, donc je ne sais pas si certains représentants sont là. Et une autre personne qui s'appelle Laurence Boeck. Vous ne la voyez pas, elle est au balcon juste au-dessus. Laurence Boeck, c'est l'autrice de cette pièce de théâtre, et c'est également la metteuse en scène. Je vous demande de l'applaudir. Deux dernières choses. Donc, si vous souhaitez soutenir le devoir de mémoire, n'hésitez pas à faire un petit détour par la boutique. Ça nous permettra d'aller plus loin et de pouvoir financer ces tournées. Et le prochain volet qui porte sur un sujet non moins important, c'est le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration, le début février 2025. Vous venez de voir le premier volet du projet. Le deuxième volet sera sur cette thématique-là. La deuxième information, c'est que si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble et j'aurai beaucoup de voix, on vous propose de nous retrouver au Ninkasi juste en face, le temps de manger. Et j'ai une dernière question, si vous pouvez nous aider à ramasser ces flyers qui sont très particuliers pour les plus jeunes, pour les anciens le connaissent sans doute. C'est un extrait du poème d'Éluard, le poème